présenter le troisième volet de ce qu'on avait convenu de présenter. Cette fois-ci, il va y avoir plus de science dans une première partie. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué. Et puis, dans une seconde partie, je parlerai plus du contexte de notre alerte sur les SDHI. La science, elle a été rendue possible, en fait, par beaucoup de travail que j'ai fait avec Paul Béni, qui assiste à la séance et qui travaille avec moi depuis des années, et en particulier sur ces problèmes de fonction mitochondriale, puisque c'est une fonction mitochondriale, la SDH, et avec laquelle j'ai lancé l'alerte à la fin 2017. Donc, les SDHI, ce sont des pesticides qui vont venir bloquer la respiration des cellules. Je vais introduire un mot scientifique, et c'est le seul, je promets, c'est le mot de mitochondrie. Les mitochondries, c'est dans toutes les cellules vivantes ce qui assure la respiration des cellules. Alors, à l'écran, vous avez en A les cellules du champignon, la pourriture qui attaque les vignes, et puis en B, à l'opposé de l'écran, vous avez des cellules humaines en culture. Et au milieu, vous avez une cellule humaine et une spore du champignon. Et vous avez à chaque fois coloré en rouge les mitochondries dans la cellule humaine et dans le spore de la pourriture du champignon, ce que vise à tuer les SDHI. Le problème qu'il y a, et qui est un problème terrible, c'est que toutes les cellules respirent, mais qu'en plus, elles respirent de la même façon grâce à leurs mitochondries, qui sont presque toutes identiques, quelles que soient les cellules vivantes. Donc, les mitochondries, c'est l'endroit dans les cellules, dans toutes les cellules, où les produits de dégradation de l'alimentation sont brûlés pour dégager de la chaleur et aussi de l'énergie. Ça se passe dans les mitochondries et plus précisément dans ce qu'on appelle la chaîne respiratoire, qui est composée, comme on le voit sur la droite, de 5 complexes, 1, 2, 3, 4, 5. Le deuxième complexe étant aussi ce qu'on appelle la SDH. Et les SDHI, qui viennent de inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, mais en anglais, c'est des pesticides qui venaient se fixer sur la SDH et donc bloquer la respiration cellulaire en bloquant la SDH, où on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, c'est des agents qui étouffent les cellules. Le nom est absolument sans ambiguïté. Il existe de nombreux SDHI qui ont été créés depuis les années 60. Il n'y a aucune discussion sur leur mécanisme d'action, à la différence de beaucoup de pesticides pour lesquels il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs effets qui ont été retenus. Pour les SDHI, il n'y a aucune discussion. Depuis les années 60 et depuis leur création, on sait exactement où les SDHI se fixent sur la SDH. Bon, c'est un peu compliqué, mais ce qui est représenté en bas, c'est la partie exacte où se fixent les SDHI sur la SDH. Et les petits numéros en jaune que vous voyez sur la première image, c'est ce qu'on appelle des acides aminés, c'est-à-dire des petits éléments dans la SDH qui vont venir fixer les SDHI. Donc, on les connaît tous, et on les connaît tous parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait déjà plein de résistances pour les SDHI liées au fait que ces petits composés jaunes, les petits acides aminés, étaient déjà changés à la suite de la présence des SDHI. Nous, je vous ai dit, on a un problème majeur avec ces pesticides, c'est que depuis les années 50, en fait, les gens qui ont décrit l'enzyme, la SDH, ils ont montré, et maintenant il y a de plus en plus de données pour ça, que la SDH était dans l'ensemble des protéines qui constituent une cellule humaine parmi les protéines les plus conservées. Ça veut dire que la SDH, on va trouver la même SDH
dans des micro-champignons, dans des pourritures, dans une levure, dans une mouche, dans une abeille, dans un lapin, dans un chat, dans un enfant. Dans toutes les espèces vivantes, la SDH, elle est quasiment conservée, en particulier le site où vient de se fixer les SDHI est complètement conservé. Alors, c'est peut-être pas, vous n'avez pas l'habitude de lire, mais ce qui est en rouge, c'est la partie commune de toutes les SDH, de toutes les espèces qui sont listées là. Et il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui manquent. On pourrait en rajouter des dizaines et des dizaines. Donc, les SDHI se fixent sur la SDH, une enzyme qui fait partie des plus conservées dans l'évolution, et d'où l'angoisse qu'on a eue en octobre 2017 quand on a réalisé qu'on mettait ces produits dans la nature. Pas de surprise, Paul a travaillé pour une fois et elle a pu montrer que les SDHI, quand on les utilisait au laboratoire, bloquaient très très bien la SDH, aussi bien du champignon que des abeilles, que des vers de terre ou que de l'homme. Ce qu'on avait prévu sur la base de la composition de la SDH s'est vérifié complètement en termes fonctionnels. Quelles que soient les espèces qu'on a testées, on a une inhibition violente de la SDH par les SDHI. En plus, on s'est aperçu que les nouveaux SDHI qu'on met sur le marché, il y a une sorte de mensonge sur le nom, parce que ces SDHI, non seulement ils bloquent la SDH, mais ils bloquent d'autres parties dans la chaîne respiratoire. Et c'est vraiment un problème parce que ça veut dire que ces molécules avaient déjà une certaine toxicité évidente du fait qu'elles n'étaient pas spécifiques pour les cibles d'espèces, mais en plus, elles sont les nouvelles, ce qu'on appelle les SDHI de nouvelle génération, n'ont pas de spécificité vis-à-vis de la SDH, ils bloquent aussi en plus ailleurs dans la chaîne respiratoire et ils seront d'autant plus toxiques. Alors après, parce qu'on nous a toujours posé la question sous cette forme et parce que nous, on vient du monde des maladies humaines, et c'est pour ça que j'ai introduit le mot mitochondrie, c'est parce que la complexité des maladies qui peuvent résulter chez l'homme d'un blocage de la chaîne respiratoire, c'est monstrueux. C'est des maladies qui, jusque dans les années 1985, étaient considérées comme totalement impossibles. Si vous voulez des livres de biochimie de ces années-là, il est écrit noir sur blanc qu'on ne peut pas bloquer les mitochondries parce que ça provoquerait la mort totale. Donc à cette époque, on ne cherchait même pas des maladies avec une telle origine. Mais en fait, maintenant, en 2020, on s'aperçoit que c'est un nombre énorme de maladies qui résultent de blocages très partiels. Il n'y a pas besoin de bloquer tout le système pour qu'on soit très malade. C'est vrai, c'est que si on bloque tout, on va mourir. Mais si on bloque un peu, on va pouvoir développer tout un tas de maladies. Ça va pouvoir toucher à peu près tous les organes du corps, à tous les âges de la vie. Tout seul, les organes, on peut avoir des atteintes très spécifiques d'un organe ou au contraire des atteintes complètement diffuses dans le corps. Beaucoup de ces maladies sont liées à des morts cellulaires dans certains tissus. En particulier, il y a plein d'atteintes neurologiques dont on sait qu'elles sont des maladies mitochondriales. On sait aussi maintenant qu'il y a une chose complètement étonnante, qu'il y a plein de cancers qui sont liés au fait que les mitochondries marchent mal. Et du coup, il est extrêmement difficile de prévoir quel type de maladie pourrait résulter d'un blocage de la respiration cellulaire à un moment donné. Là, ce que je vous dis, c'est des données scientifiquement établies, indiscutables. Ce sont des maladies génétiques qui touchent différents gènes qui codent pour les fonctions mitochondriales. Et vous voyez l'énorme panel de maladies qu'il y a. Et si vous allez vous regardez les maladies qui touchent les tissus neurologiques, vous avez le Parkinson, l'Alzheimer, vous avez plein de maladies de l'œil, du nerf optique,
Vous avez donc une kyrielle de maladies, et pas que des maladies rares, vous avez aussi des maladies rares, mais beaucoup de maladies extrêmement fréquentes. À l'heure actuelle, il n'existe aucune thérapie avec un nombre de questions extrêmement important, parce que les maladies apparaissent souvent au bout d'un certain temps, typiquement l'Alzheimer. Et donc, pour nous, chercheurs, c'est vraiment un iceberg de méconnaissance, les maladies mitochondriales. Mais on sait que c'est extrêmement important. Là, c'est quand on parle de l'homme. Et ce que je vous dis de l'homme est valable pour tous les organismes vivants, compte tenu que la fonction des mitochondries dans tous les organismes vivants est très, très voisine. En parlant de la succénodégénération toute seule, alors là, c'est un dessin, un petit schéma que j'ai fait, où c'est juste le complexe 2, la SDH, qui est inséré dans la membrane des mitochondries, là où elle travaille, et qui vous montre les premières conséquences biochimiques d'un blocage de la SDH. Je ne parle pas là d'un blocage forcément total. Une interaction d'une molécule avec la SDH pourra avoir plusieurs effets. L'effet qui est souvent considéré, même si ce n'est pas toujours le plus important, c'est une baisse de la production de l'énergie par les mitochondries. Les mitochondries produisent de l'énergie sous forme d'une molécule qu'on appelle l'ATP, qui sert à tout. Quand je vous parle, un poisson qui saute, un oiseau qui vole, un champignon qui pousse, tout ça, ça fait marcher les mitochondries grâce à l'ATP. C'est la première conséquence. La cellule va respirer de plus en plus mal et va fabriquer de moins en moins d'ATP. La deuxième conséquence extrêmement importante, c'est que quand la succénodégénérase va mal fonctionner, une partie du système, au lieu de produire de l'ATP et d'aller jusqu'à l'oxygène, va provoquer la production de ce qu'on appelle des superoxydes, et ces superoxydes, c'est de l'oxygène qui est extrêmement réactif et qui peut être extrêmement toxique pour les cellules, ce qu'on appelle le stress oxydant, qui est lié à la production de radicaux libres. C'est la deuxième fonction, et on verra que c'est extrêmement important dans le cas des SDHI. La troisième conséquence, c'est que quand on bloque la SDH, on va accumuler du succinate, le produit, enfin, le substrat qu'utilise habituellement l'enzyme. Quand l'enzyme ne marche pas, au lieu que le succinate soit transformé en fumarate, il y a du succinate qui va s'accumuler. Et ce mécanisme-là, donc, c'est un troisième point d'une perturbation de la SDH. Et puis, globalement, le fait de bloquer la respiration des cellules, ça va faire que les cellules vont produire ce qu'on a du lactate. Vous savez, quand on court beaucoup et qu'on a mal aux muscles, ça veut dire que les mitochondries sont saturées de muscles. Ça conduit la diapositive qui suit, qui est cette fois-ci les conditions, alors chez l'homme, hein, parce que ça peut être très différent selon les espèces, des conséquences pathologiques. Donc, la conséquence du fait que l'ATP, il y en est de moins en moins, eh ben, c'est que selon l'intensité de la perte de la formation d'ATP, on va avoir une ou plusieurs des maladies que je vous ai décrites dans dans les diapositives avant. Le deuxième point, quand on a des superoxydes, des ROS, on va avoir soit des atteintes neurologiques majeures, soit on pourra avoir des tumeurs par un mécanisme de mutation de l'ADN. C'est quelque chose, donc il faut bien voir, c'est un certain type de tumeur et de cancer, celles qui sont liées à des changements dans les acides qui constituent l'ADN des cellules. La fonction 3 qui est touchée, l'accumulation de succinate, ça va aussi causer des cancers, mais par un tout autre mécanisme qui est ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est l'entourage du gène qui change, ce n'est pas le gène dont la composition est changée, c'est juste que l'entourage du gène est changé et donc il travaille anormalement et ça affole les cellules. La quatrième conséquence, vous en avez déjà parlé, c'est l'accumulation de lactate, l'acidose lactique, donc dans les muscles, ça fait très mal.
Et dans le cerveau, dans les tissus neurologiques, ça a des conséquences énormes parce que le lactate, c'est un des transmetteurs entre les neurones. Pour le laboratoire, quand on a réalisé tout ça, elle a lancé des études. Vous savez, on est capable de cultiver des cellules qui proviennent de petites biopsies de la peau qu'on peut faire sur l'avant-bras. On prend un petit bout de peau de 1 mm et on est capable de cultiver des cellules à partir de ces biopsies. Donc, dans l'image, vous avez des cellules. Chaque petite forme noire allongée, c'est une cellule. Et donc, on peut en cultiver, recultiver, recultiver pendant plusieurs générations, plusieurs divisions. Et vous voyez en B que si vous mettez un petit peu de SDHI, c'est du bixaphène, c'est on est pas parler de quantité énorme, 1 micromolaire en, je ne sais plus, c'est 13 jours. En 10 jours, vous avez déjà nettement moins de cellules que vous en aviez dans les conditions de contrôle où il n'y a pas de SDHI. Si vous augmentez ce SDHI-là jusqu'à 5 millimolaires, en 10 jours, 5 micromolaires, en 10 jours, vous avez quasiment plus de cellules. Ça, c'est le bixaphène. Donc, ça, c'est en moyenne, quand Paul a refait, et c'est ce qui est l'image qui est juste en dessous, c'est que quand on compare la situation en fonction du temps, le nombre de cellules, on voit que dans les conditions, quand il n'y a pas de SDHI, le nombre de cellules augmente jusqu'à environ 800, alors que quand on a une trace de SDHI, ici 0,5 micromolaire, c'est-à-dire 500 nanomolaires de SDHI, eh bien, au bout de 10 jours, il ne reste plus que 25% des cellules. En 10 jours, dans les cellules normales. Ce que Paul aussi a montré, c'est que les cellules, elles mourraient dans cette situation-là parce que ces cellules-là, elles respirent encore à peu près. Elles ont déjà des problèmes, mais elles respirent encore à peu près. Par contre, elles produisent beaucoup plus de ROS. Et ça, c'est le problème de ces cellules. Alors, c'est vrai pour le bixaphène, c'est vrai pour le fluxapyroxane. Et donc, si vous vous rappelez le petit schéma tout à l'heure, c'était la conséquence numéro 2. Quand on bloque la SDH ou même juste quand on la perturbe, les ROS, les espèces activées de l'oxygène, vont avoir tendance à augmenter en quantité, jusqu'à faire mourir les cellules. Pire encore, si vous ne travaillez plus maintenant avec des cellules qui proviennent de personnes normales contrôle, mais vous prenez des petites biopsies de peau à partir de personnes qui ont certaines maladies, vous voyez que c'est beaucoup plus catastrophique. Je vous rappelle, pour les cellules d'individus qui n'ont pas de maladie, en 10 jours, il restait 25% des cellules avec les CHI. Cette fois-ci, si vous prenez, là c'est un petit garçon qui avait un déficit très partiel, c'est pas qu'il avait plus d'activité de la. Donc, c'est un petit patient qui a un déficit d'activité de la succinate déshydrogénase qui est de 30%. 30%, c'est-à-dire il reste 70% d'activité qui est toujours là. Mais chez ce petit patient, la même quantité de bixaphène qui provoquait 20 cellules restantes en 10 jours, cette fois-ci, en 4 jours, vous n'avez plus de cellules du tout. Donc, il y a une hypersensibilité au SDHI chez ce petit malade. Et c'est vrai aussi bien, par exemple, pour le bixaphène ou pour le fluxapyroxate, des quantités mineures, en quelques jours, ça tue toutes les cellules. Si vous prenez maintenant ce qui est en B, des malades qui ont des petites biopsies de malades qui ont une maladie qui s'appelle l'ataxie de Friedreich, vous voyez que cette fois-ci, en 7 jours, il reste 15% des cellules. Chez les patients, chez les individus contrôle, il restait 25% en 10 jours. Là, 15% en 7 jours. Et puis, si vous prenez maintenant une petite biopsie de peau d'un malade qui a une maladie d'Alzheimer, vous voyez pareil, en 7 jours, avec 1 micromolaire de bixaphène, vous avez 0% de cellules qui marquent. C'est pour dire que les personnes qui ont des maladies, mais
de multiples types de maladies en réalité vont être hypersensibles à la présence des SDHI. Alors vous allez me dire, mais alors si c'est si spectaculaire que ça, pourquoi on ne s'en est pas aperçu? Pourquoi on ne le sait pas? Ben, je vais vous le dire, moi. Pourquoi? C'est parce que quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Depuis les années 1990, on sait très bien que les cellules, quand on leur donne plein de sucre, de glucose en particulier, elles sont totalement capables de survivre sans que la fonction mitochondriale soit là. Et la meilleure preuve, c'est que si on est capable d'éliminer les mitochondries dans une cellule, et on est capable de le faire, eh bien, on voit que les cellules, elles se multiplient parfaitement. Donc, les conditions utilisées actuellement, c'est-à-dire plein de sucre, et on met les cellules, on ne risque pas de voir l'effet des agents qui inhibent les mitochondries. Maintenant, si vous faites les mêmes expériences, très peu de sucre, c'est un milieu pauvre, il y a très peu de sucre, les cellules normales, elles s'en tirent à peu près, mais des cellules qui n'ont pas de mitochondries, elles crèvent tout de suite. Et ça, c'est la situation des cellules SDHI. La respiration est perturbée et les cellules ont tendance à mourir assez vite, comme vous avez vu. Alors, je vous ai dit que le mécanisme par lequel les cellules mouraient avec les SDHI, c'est que les ROS augmentent, les substances actives d'oxygène augmentent, et on sait exactement comment ça se passe et comment ils font, comment ça vient à mourir. Alors ça, c'est ce que Paul a montré dans les cellules humaines en culture. Mais c'est aussi connu parfaitement depuis 3 ans, 4 ans, dans plein de petits systèmes autres. Par exemple, chez des petits poissons, chez des larves de poissons, des larves de batraciens, c'est vrai dans des algues, c'est vrai dans les daphnés, c'est vrai dans plein d'organismes. En fait, on sait déjà que les SDHI vont soit provoquer des troubles importants du développement, soit même causer la mort. Au laboratoire, l'état des choses, c'est qu'on a montré parfaitement au niveau cellulaire humain que c'était catastrophique. On a montré que les SDHI étaient parfaitement toxiques sur plein d'espèces animales. Ça va, donc, je vous l'ai dit, des chlorelles, des vers, en particulier des nématodes, des xénopes, des abeilles, des souris et des rats. Il y a plein d'expériences qui le montrent. Tout à fait de quoi justifier d'arrêter d'utiliser ces produits-là, puisque évidemment, en termes de biodiversité, c'est par définition complètement catastrophique. Voilà, ça c'est des données, c'est la science qui dit ça. Il n'y a pas d'opinion là-dedans. À l'histoire et le contexte de ces travaux sur les CHI. Ça fait à peu près 3 ans, 2017, qu'on est en lutte pour essayer de gagner le retrait des CHI. Ça a commencé par un coup de téléphone qu'on a donné le jour même à l'ANSES, qui est donc l'agence qui s'occupe de surveiller la toxicité éventuelle des pesticides. On a ensuite prévenu les CNRS, l'INSERM, l'INRA, et puis il ne s'est rien passé pendant 6 mois. Donc, au bout de 6 mois, pour moi, c'était complètement incroyable. Pour Paul, ça c'était tout à fait attendu. Mais bon, c'est elle qui avait raison. Au bout de 6 mois, il ne s'est rien passé. Au bout de 6 mois, on a contacté des collègues et on a fait une alerte dans le journal Libération, que vous avez peut-être entendu, pour dire qu'il fallait arrêter, qu'il fallait faire. À ce moment-là, dans les quelques jours qui ont suivi, l'ANSES s'est manifesté et comme ils utilisent ce vocabulaire étrange, ils se sont auto-saisis du problème. Après l'alerte dans Libération, et en fait, ils ne sont absolument pas auto-saisis. Ils sont sous la pression, ils ont pris les choses en considération. Ensuite, on a eu plein d'étapes. On a eu des contacts à l'Assemblée nationale, on a eu des contacts avec les industriels, l'Union des industriels, l'UIPP.
on a envoyé l'alerte au niveau européen, on a eu des rencontres avec la FNSEA, et puis on a eu un premier rapport en 2019 de l'ANSES qui stipulait qu'il n'y avait pas d'alerte. Et franchement, quand un scientifique lit le rapport que l'ANSES a produit, le rapport GQ, c'est complètement incroyable de nullité, on peut dire. Il n'y a pas d'argument, ça manque plein de références sur tout. C'est une position idéologique quasiment qui est développée dans ce rapport. Donc, nous, on était complètement furieux et on a refait des auditions, on a continué, on a publié des données qu'on n'avait pas publiées jusqu'à ce moment-là, parce qu'il faut bien réaliser que cette observation des SDHI qui bloquent la SDH, les revues scientifiques, elles n'aiment pas du tout quand on produit des évidences. Or, c'est une évidence que les SDHI, c'est hyper toxique et dangereux. Donc, quand on a essayé de publier ça dans les grandes revues, qu'elles nous ont dit, mais qu'un bon journal, rien, là on est en 2019. En 2020, on a réuni 450 collègues, essentiellement des scientifiques français, plus une dizaine de chercheurs étrangers, le top du top de la science, les mitochondries, et on a publié une autre tribune dans le monde. Et rebelote, l'ANSES s'est remanifesté, on a eu une série d'auditions à l'Assemblée nationale sans que, en pratique, rien ne change. C'est-à-dire les SDHI sont toujours là. Et maintenant, on a republié un texte dans Libération avec Paul, je crois, tous les deux, qui n'a non plus pas entraîné rien, sinon que l'ANSES a décidé que leur rapport était probablement nul et qu'ils allaient réunir de nouveau un groupe de travail, auquel on n'a pas été invité d'ailleurs. En fait, si on y réfléchit, le contexte qui a rendu si sensible ces questions des SDH, c'est qu'il y a plein d'enjeux. Donc, l'enjeu majeur, celui qui est totalement effroyable, c'est la perte de biodiversité que de toute évidence, ce genre de produit va amener. Le deuxième, ce sont les enjeux agricoles apparents, et on verra pourquoi je dis apparents. Les enjeux financiers et industriels, eux, ils sont évidents. Pour nous aussi, ce que représente pour nous scientifiques le fait d'admettre qu'on n'est pas capable de prévoir tout le temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, il faut l'admettre. Et puis après, il y a le positionnement maintenant, et on voit bien avec la crise du Covid, de la science dans la société, la science versus les règlements, et puis le facteur très important qui sont ce qui se passe dans l'opinion publique pour les décisions. Alors, bon, on a tous conscience que la biodiversité qui assure notre existence, c'est un équilibre extraordinairement fragile qui repose sur un nombre d'espèces, c'est des millions d'espèces, avec des équilibres qui sont extrêmement finement régulés, et que si on bouge l'équilibre des espèces, que ce soit dans les sols, dans l'eau, dans l'atmosphère, on risque d'avoir des catastrophes extrêmement importantes. Si on voit, là, je vous ai montré, donc c'est les mêmes petits animaux qui étaient présents dans l'image d'avant, sauf qu'en rouge, je vous ai mis simplement ceux dont on sait qu'ils vont être affectés par les SDHI. Et comme vous voyez, vous pouvez passer dans l'ordre, vous avez les abeilles, les vers de terre, des nématodes, tout un tas de champignons, des bactéries, des poissons, des grenouilles, tout ça, c'est des facteurs primaires. Mais à chaque fois, vous avez des chaînes alimentaires entières qui sont concernées, et donc vous avez une catastrophe sans la biosphère liée à l'utilisation des SDHI. Vous remarquerez une chose, c'est qu'en haut et à gauche, vous avez les SDHI vendus aux agriculteurs dans des flacons en verre, que dans les laboratoires, nous, quand on achète des SDHI purifiés, et ben, ça a plein d'indications que c'est hyper toxique pour la nature et hyper dangereux. Le deuxième enjeu, c'est les enjeux agricoles. Il est entendu
à l'ANSES et de façon générale dans le milieu agricole que les SDHI, ce sont des molécules dont on ne peut pas se passer. En réalité, la situation est très différente. Depuis 3 ans, on a essayé avec Paul d'obtenir des chiffres sur l'effet des SDHI sur les rendements. Et donc, qu'on n'a jamais obtenu ni de la FNSEA, ni des industriels, ni de l'ANSES. Personne n'est capable de nous dire est-ce que les SDHI ont un effet irremplaçable et lequel. Alors, il est paru, il n'y a pas très longtemps, je pense en 2019, oui, une étude très intéressante aux États-Unis, parce que c'est des gens qui ne s'intéressaient pas particulièrement aux fongicides, parce que les SDHI sont utilisés comme fongicides, ils s'intéressaient aux nicotinoïdes. Mais c'est aussi intéressant. C'est une étude qui repose, c'est la plus vaste étude qui a eu lieu, 75 cultures réparties aux États-Unis, ils ont comparé l'effet sur les rendements sur le soja, des fongicides, des CHI et d'autres. Et vous voyez que le résultat des courses, c'est que pour le soja, en tout cas, ça n'a aucun impact de mettre des fongicides. Aucun impact sur le rendement. Et pire que ça, quand on met des fongicides et des néonicotinoïdes, il n'y a pas non plus d'effet. C'est-à-dire qu'on va traiter des cultures entières